Christian Spitz, venez nous rejoindre, s'il vous plaît. Donc, ici, exceptionnellement, un homme de radio que vous êtes, je vais vous poser des questions auxquelles vous pourrez répondre du tac au tac. Alors, est-il besoin de présenter Christian Spitz? Nous allons le faire quand même. Vous, mon cher Christian, vous êtes pédiatre, père de 6 enfants, bien que vous n'ayez, semble-t-il, c'est ce que vous auriez dit, jamais eu le désir d'être père. Mais ce à quoi vous tenez est d'avoir été doc de l'émission Love in Fun des années 90 sur Fun Radio. Il faut dire une émission qui a totalement révolutionné le monde de la radio. Cette émission qui a fait de votre nom, comme je le disais tout à l'heure, une marque, récemment, vous avez claqué la porte de Fun Radio parce que, dites-vous, j'ai eu honte d'appartenir à cette équipe. Cette expertise d'homme de radio donc m'a suggéré de vous poser une première question à laquelle vous répondrez du tac au tac comme à la radio. Longtemps absent de la vie de Valentin, qu'a représenté pour vous l'écriture de votre livre à 2 voix? Comme ça ne sera pas la dernière question, vous allez me répondre rapidement. Moi, je pense que ça a été pour moi quelque chose d'essentiel, des moments agréables, bonheur, et il n'y avait pas de mensonge. J'attache beaucoup d'importance à la sincérité. Je crois toujours avoir été dans ce sens-là, même si au début, ça a été très, très difficile. Je n'aime pas trahir des secrets. C'est vrai que je me souviens avoir entendu cette parole et sans aucun jugement sur la maman, parce que dans toutes mes histoires familiales, jamais je n'ai dit à mes enfants une parole désagréable sur leur mère, quand bien même parfois elles étaient avec moi. C'est une chose qui me paraît essentielle. Ça a été la même chose pour Valentin. Ta mère m'a dit, mais bon, c'est pas un secret, mais si tu veux le voir, tu vas me le voler. Bon, et je ne l'ai pas volé, et je me suis dit, restons calmes, tranquilles, le temps fera son œuvre. Et le temps a fait son œuvre, tout doucement, sûrement, il a bien grandi. Voilà, puis vous avez tout écrit dans le livre, mais pour moi, un moment très agréable, évidemment, et de construction de quelque chose qui n'avait pas pu se construire. C'est vrai qu'il fallait bien, à un moment donné, que ce lien existe, et ça a été une consolidation de ce lien. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'ordre de la confiance, puisque c'est le thème du jour, pour vous, qui se serait ou révélé ou développé ou qui vous aurait étonné? Dans ce livre ou autrement? Surpris. Surpris, non, pas vraiment, mais on se parlait déjà depuis un certain temps, mais c'est vrai que ça a été constitutif, la régularité, toujours le matin, et une construction réelle. Ça, je trouve ça très intéressant. Et ça m'a beaucoup apporté aussi. Parce que mes enfants peuvent m'apporter quelque chose sans que jamais je leur demande quoi que ce soit. Voilà, je me construis tout seul. Même si parfois c'est difficile. Et avez-vous gardé ce rituel ou en avez-vous installé de nouveaux? Non, maintenant, voilà. Je peux le dire que je vais être grand-père ou j'ai pas le droit? Bien sûr. Voilà. Les rituels, c'est important dans une relation. Je vais vous dire, je vais être grand-père avec Valentin pour la première fois, sachant que mon fils aîné a adopté une enfant via un mariage dont il a divorcé, d'origine malgache, et qui est devenue sa fille, mais pas officiellement. Donc j'ai eu une petite fille, mais voilà, qui compte aussi pour moi, évidemment, mais c'est pas la même chose. Lui, c'est voilà. Donc je vais être grand-père pour la première fois. Donc pour moi, c'est important parce que jusque-là, je ne l'étais pas, malgré mon âge, voilà. Mais je voulais juste revenir sur une chose qui me paraît tellement importante, parce que il y a 25 ans, j'ai fait cette émission. Et il y avait Didier Lapéronie, le sociologue, avait fait ce rapport en disant que cette mission était basée sur le respect de soi et le respect de l'autre. Et sur la deuxième période où j'ai cru, avec une extrême naïveté, que je pourrais changer les choses, je n'ai pu rien changer. C'est-à-dire qu'on m'a imposé des choses. Il n'y avait plus aucune sincérité, il n'y avait plus aucune importance pour que la vérité soit dite. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que je fais dans mon petit créneau radio, très petit, c'est la sincérité des échanges et l'égalité.
Au tout début, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais au tout début, c'est « Allô, tu t'appelles comment, t'appelles d'où? Ok, tu passes à l'antenne dans 3 minutes. » Eh bien, la deuxième période, on les appelait et l'après-midi, on les briefait pendant 2 heures pour dire ce qu'ils avaient à dire. Et on ne me le disait pas, je l'ai découvert. D'où ma colère qui, effectivement, a explosé. Voilà. Parce que je trouve qu'on n'a pas le droit de mentir comme ça aux gens. D'ailleurs, je voulais juste... Bon, je me permets... Mais je lis ça, donc je suis abonné à quelques journaux qui ne sont pas sur Internet, hein, je ne sais pas comment ils s'appellent, mais cette réflexion concernant l'éducation. Vous connaissez le rapport PISA, bon, et il y a aussi l'Institut économique Molinari qui a montré qu'on était 17e sur 27 dans les pays européens en termes de qualité d'éducation. Donc ça, c'est une réalité. Et 28% des petits Français ont des difficultés de compréhension en mathématiques et en sciences, alors qu'ils sont 17% en Estonie et en Finlande, pour un niveau de dépenses équivalent entre les deux pays. Et cet institut, je le lis, ce n'est pas moi qui le dis, constate que l'autonomie des enseignants semble être une caractéristique commune aux pays les mieux classés, ce qui, selon sa présidente Cécile Philippe, favorise la reconnaissance sociale de leur métier par l'ensemble de la population. Et je crois que là, il y a un vrai travail à faire, parce que j'ai entendu parler d'échecs, et j'en suis le premier, très triste évidemment, mais il faut commencer par le début. Le pédiatre que je suis va vous dire qu'effectivement, si on commence à se réveiller quand ils ont 16 ou 18 ans, eh bien c'est très mal parti. Voilà. Donc dès l'enfance, il faut que l'on puisse donner aux enseignants toute la capacité d'exprimer. Alors, ça existe, par exemple, dans le public, à Paris, rue Saint-André-des-Arts, c'est une école publique Montessori. Bon, peu importe, il y a d'autres méthodes, mais qui prouvent que les enseignants qui sont capables, mais le système, et les enseignants sont remarquables, fait qu'ils sont complètement verrouillés. Voilà. Alors ça, je vous l'ai dit. Et puis bon, après, pour ce qui est du mensonge, juste... J'aime beaucoup Hannah Arendt, que vous connaissez, mais je cite encore une fois, « Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. » Ça, c'est très important. Et je ne veux pas mettre un bémol sur les réseaux sociaux, qui sont l'expression d'une imperfection de chaque individu, mais des médias en général, des médias qui ont l'écoute. Quand vous voulez dézinguer quelqu'un, il n'est plus la peine de le flinguer avec un pistolet, vous le flinguez médiatiquement. Je n'ai pas d'opinion politique particulière, ça a été le cas pour François Fillon, pas forcément voté pour lui, le problème n'est pas là. Ça a été un désingage bien orchestré. Et il y en a d'autres, de gauche et de droite, qu'on a détruit comme cela. Et ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Il y a des médias qui se donnent à cœur joie. Et quand vous avez une mauvaise nouvelle qui est donnée, si c'est repris par tout le monde, peu importe que ce soit la vérité. Ici, on a quand même essayé ce matin. Et, oui, tout à fait. La première intervention, justement, de Nicolas Martin nous a montré à quel point on pouvait aussi redresser des erreurs diaboliques. Valentin, avez-vous quelque chose à ajouter, comme on dit au tribunal, à ce que vient de dire votre père, ou est-ce que vous n'auriez peut-être pas pris le temps de nous dire dans votre intervention, et ensuite ce sera les questions à la salle, bien sûr. Je peux peut-être réagir à ce que mon père a dit sur l'éducation. Oui. Et effectivement, je crois qu'aujourd'hui, un des problèmes majeurs, c'est qu'on ne respecte plus assez le métier d'enseignant et qu'on ne paie pas assez les enseignants. Et je pense qu'effectivement, si on s'occupait de ça, et si on revalorisait la place des enseignants à l'école, ça irait mieux, quoi. Et effectivement, on s'en occupe pas assez. Ça vaut aussi pour les médecins qui travaillent à l'hôpital et qui devraient être extrêmement valorisés, être beaucoup mieux payés, et qui ne le sont pas. À mon sens, ce sont vraiment deux sujets fondamentaux, et je crois qu'on devrait s'occuper des professeurs et les respecter beaucoup plus, parce que ce sont eux les premiers passeurs de la République, les premiers à qui on confie nos enfants, les premiers à leur apprendre, les premiers à leur transmettre, et donc il faut qu'on les respecte et il faut qu'on les aime aussi, et je pense que notre pays ne les aime pas assez. Voilà. Et bien voilà, on est au cœur de l'actualité. Merci beaucoup. Merci.